Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Khalifa Sall dans les locaux de la division des investigations criminelles depuis ce matin. Le maire de Dakar est auditionné suite à un rapport de l'IGE autour d'1,830 milliard de francs CFA. Aux dernières nouvelles, il vient tout juste de sortir. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place. Affaire Eliman Touré, la famille de la victime rejette la thèse du suicide annoncé par la police. Amnesty International, section Sénégal, réclame une autopsie pour faire jaillir la lumière sur cette affaire. La sûreté urbaine démantèle le gang auteur à l'arraché sur la Corniche Ouest. Les deux individus ont été présentés au procureur à l'issue de leur garde à vue. La police, face à l'insécurité grandissante, promet de traquer les voyous où qu'ils se trouvent. La production du riz local en hausse de 35% entre 2013 et 2016, un taux qui a permis la réduction de 6% par an sur les importations. Un sujet abordé ce matin au Conseil interministériel sur la commercialisation du riz local. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans le titre, Khalifa Sall était dans les locaux de la division des investigations criminelles depuis ce matin. Il vient de sortir en ce moment même. Il est en train de faire une déclaration à la presse. Nous allons de ce pas à la DIC retrouver notre reporter sur place, Cheikh Tidiane Dione. Allô, Cheikh Tidiane Dione. Vous savez, c'est rendre grâce à Dieu d'abord, et sur le prophète, et remercier tout le monde. C'est un processus qui n'est pas fini, il ne fait que commencer. Donc le chemin sera long pour qu'on s'y prépare. Oui. Allô? Alors oui, Cheikh Tidiane Dione, Khalifa Sall est en train de faire une déclaration. Est-ce qu'on peut, si on ne peut pas l'avoir, est-ce qu'on peut avoir une synthèse quand même de ses propos? Je vous entends à peine, Cheikh Tidiane Diao. Oui, vous pouvez y aller, Cheikh Tidiane Dione. C'est vrai qu'il y a trop de bruit derrière vous là. Allô, Diao? Oui. Oui, allez-y. Oui, est-ce que vous pouvez nous retranscrire les paroles de Khalifa Sall après sa sortie? Alors, Diao, parce que pour vous dire, je n'ai pas bien saisi ce qu'il a dit, puisqu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Mais en substance, ce qu'on peut retenir n'est rien d'autre que face aux enquêteurs. Le maire de Dakar avait refusé même de répondre aux questions des enquêteurs de la division des investigations criminelles. Peut-être on peut même dire que c'est un acte qu'il a posé pour répondre aux enquêteurs qui avaient refusé un peu, qui n'avaient pas accepté plutôt, qui sont un peu assistés par son avocat, maître El Hadji, en l'occurrence, qui même a dit que l'article 5 du code de l'UEMOA plutôt a été violé. Voilà, Cheikh Yann, en substance ce qu'on peut retenir, peut-être nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Merci à vous, Cheikh Tidiane Dione. En Assemblée générale de redynamisation des structures de leur parti, les libéraux se solidarisent avec Khalifa Sall, convoqué ce matin à la division des investigations criminelles. De leur avis, le régime de Macky Sall s'appuie sur la justice pour museler ses opposants. Ahmed Ndir, le porte-parole que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Quand vous soupçonnez quelqu'un d'être un meurtrier, c'est surtout quand il y a du sang qui coule. Mais ce n'est pas que des amis de Bamba Fall ont jeté du sable sur quelques individus qu'on va nous dire que ce sont des meurtriers. Cela ne fait pas sérieux. Aujourd'hui, personne ne comprend pourquoi le maire Bamba Fall est en prison.
ce qui se passe là aujourd'hui n'est que les derniers événements. C'est depuis 2012 qu'on nous a amenés, après nous avoir accusés des voleurs de 4 000 milliards. Aujourd'hui, Karim Wade, je vous le rappelle, est en exil forcé. D'accord? Macky Sall utilise la justice sénégalaise aujourd'hui pour casser, pour disqualifier des adversaires politiques. Et cela est inacceptable. Nous parlons de toute autre chose, je vous l'annonçais d'ailleurs. Dans les titres, la mort d'Elimane Touré dans les locaux du commissariat du port. Les résultats de l'autopsie sont attendus aujourd'hui. Eh bien, notre équipe de reporters s'est rendue ce matin à la maison du défunt 6 à Yeumbeul Boune. La famille rejette la thèse du suicide et réclame justice. Selon elle, des blessures sont visibles sur le corps de la victime. Salif Sow, Asmalik Diop. Selon la police, le défunt s'est donné la mort par pendaison dimanche dernier dans les locaux du commissariat du port. À Yeumbeul, à la maison mortuaire, la thèse du suicide ne convainc point. ñoom ba ñu eggee xale yi ba ñu demee police lañ leen ko wax ni dafa ñàkk bakkanam ñu ànd ak Lamine ba fi ñu ko dencoon Lamine gis ko benn affaire bu ndaw la amul dara lu fa nekk Lamine ne leen fii ngeen ne dafa xaru lan la fi mën a xaroo Elimane bu muy dem blouson la sol police jaar du fa dëgg lam du fa dugg dara du fa dugg lan la mën a xaroo fii ñu ne dafa xaru ay litre courant lañ ko def nii boo gisee yan bi nii lañ ko def ay litre courant bu xaru yaakaar naa du def noonu boppam. Tout est allé vite, si vite, selon ses proches. La famille de la victime réclame justice. ñi ci war a wax dañ cee war a taxaw. Salif Sow, Amnesty International section Sénégal réclame une autopsie et une enquête approfondie pour faire jaillir la lumière sur cette affaire. Seydi Gassama soutient que la responsabilité de la police est entièrement engagée. Je propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Lorsqu'on amène quelqu'un en mauvais état à la police, la première chose à faire, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers pour que cette personne soit amenée à l'hôpital. Elle doit être gardée dans les cellules et mourir dans les cellules. Lorsqu'on confie également quelqu'un en garde à vue à la police, ça montre que la police doit l'avoir à l'œil, doit l'avoir à vue, pour que cette personne ne se fasse pas du mal. Il n'y a aucune raison pour que nous croyions qu'il s'est suicidé, et je crois que sa famille a juste raison de réfuter cette thèse du suicide. Il faut qu'une autopsie soit faite, il faut qu'une enquête approfondie soit menée, et nous mettons en garde l'État contre toute protection qu'il serait amené à accorder aux policiers. Ça suffit. Les morts, ça suffit. Son rôle, c'est de protéger les citoyens. Ce n'est pas de tuer les citoyens par l'intermédiaire de ces agents. Et puis retenez que la sûreté urbaine démantèle le gang auteur de vol à l'arraché sur la corniche ouest. Les deux individus ont été présentés au procureur à l'issue de leur garde à vue. C'est un communiqué donc de la sûreté urbaine qui nous est parvenu ce matin. Les braquages qui reprennent dans certains quartiers de la capitale. Le phénomène s'explique selon la police par l'accroissement de la population et le développement économique. Il promet cependant de traquer les bandits où qu'ils se trouvent. Je propose là-dessus d'écouter Henri VI, responsable bureau relations publiques de la police, des propos recueillis par Adi Atala. Malheureusement, avec une série ces jours-ci de cambriolage, le plus spectaculaire s'est passé à Yeumbeul, et après cela, il y a cela quelques jours, à Dakar, Liberté 6, Castor, et puis à Thiès avec EDK OE. Mais je dis, la police n'a pas attendu aujourd'hui pour peaufiner une stratégie et élaborer un plan opérationnel pour réagir. On a tout mis en œuvre pour se prémunir contre ce fléau, mais il faut le reconnaître, et il faut que les Sénégalais le sachent ainsi, c'est un corollaire au développement économique du pays. Mais la police, avec des opérations d'envergure connues, fait de son mieux pour monter ou bien porter des coups très sévères à ces gangs. Oui, un braquage d'urnes, et c'est là où peut-être il faut interpréter à bon escient les propos de l'inspecteur général Oumar Mal, qui voulait tout simplement dire qu'il en appelle aux populations pour une certaine activité. Mais il revient aussi
aux populations d'adopter une nouvelle posture qu'on a voulu insérer dans ce qu'on appelle la politique de la sécurité communautaire. C'est maintenant qu'on peut vraiment mettre sur pied cette politique qui dit collaboration des populations, partenariat avec que ce soit les communes, les mairies, mais aussi avec les éducateurs, les mouvements associatifs. Et il y a de cela 2 semaines, dans une émission, je lançais un appel à l'endroit des sociologues et des psychosociologues, des éducateurs et même des guides religieux. Et puis notre reportage du jour est consacré à l'utilisation des caméras de surveillance dans les magasins, institutions financières ou bijouteries. Prétexte la série de cambriolages et de vols notés ces derniers temps à Dakar. Dans la banlieue dakaroise, justement, certains vendeurs installent des caméras de surveillance dans leurs boutiques, même s'ils reprochent à la police de ne pas les utiliser en cas de vol. Un reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Une scène de vol de téléphone portable filmée par une caméra de surveillance dans une boutique. La gérante de celle-ci n'en croit pas ses yeux. Elle avait volé 2 téléphones. Elle a été filmée par les caméras parce qu'ici il y a des caméras. Quand tu entres ici, il y a des caméras qui te surveillent. On l'a déclaré à la police. Maintenant, on attend les résultats. Jusqu'à présent, elles ne sont pas encore revenues. Les images des caméras de surveillance, une fois données à la police, sont rarement exploitées comme il faut, pensent les victimes de vol. Ce bijoutier a récemment reçu nuitamment la visite d'une bande de malfaiteurs. Ces derniers sont repartis emportant avec eux plus d'1 kilogramme d'or et de l'argent. Le tout est estimé à 65 millions de francs CFA par le propriétaire du magasin. Ce dernier n'a point confiance aux caméras de surveillance, rétroviseurs et autres alarmes, dit-il. Moi, je ne fais pas confiance aux caméras de surveillance parce que les gens qui viennent ici ils sont masqués. Les caméras ne peuvent pas les prendre leur visage. Bon, parce que ça ne sert à rien d'avoir des caméras de surveillance. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir des armes et puis se défendre, c'est tout. Non, la police, tous les gens qui ont fait les braquages ces jours passés, c'est des gens qui sont masqués. On ne peut pas les reconnaître. Mais le vigile doit être secondé, défend cet agent de sécurité. Avec ses 5 ans d'expérience, les nouvelles technologies jouent un rôle primordial dans son travail selon lui. Alarme bouclier, caméra aussi sont des boucliers. Non, c'est pour nous permettre de faire des recherches en cas de vol. C'est pour nous permettre de faire des recherches. Ça, ce sont les commandes qui consistent à bloquer les alarmes. Malgré toutes les mesures sécuritaires prises, les malfaiteurs continuent d'opérer à Dakar et à l'intérieur du pays sans être trop inquiétés. Salif Sow, ce bras de fer à l'hôpital régional de Kaolack entre le directeur général de l'hôpital et le pharmacien en chef. Ce dernier a été relevé de son poste par le premier cité. Le secrétaire général du SUTSAS demande à Saliou Talla de revenir sur sa décision. Sinon, le syndicat va mener un plan d'action. Un sujet signé Ibrahima Diamé et Amadouba. L'hôpital régional de Kaolack est entre le marteau du directeur général et l'enclume du pharmacien en chef de la structure sanitaire. En effet, Saliou Talla et Dr Moustapha Diakhaté ne parlent plus le même langage depuis leur dernière rencontre. Et c'est la raison d'ailleurs du déplacement du secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, syndicat auquel le pharmacien en chef est affilié. Il y avait une rencontre syndicale au cours de laquelle il y a eu une altercation entre monsieur le directeur et disons notre camarade le docteur Diakhaté. À la suite de quoi, confondant les champs, alors il a fait une note le démettant de ses fonctions de pharmacien-chef, une autre note le démettant même de ses fonctions de président de la commission médicale d'établissement. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté, il lui envoie un blâme, il lui demande de cesser service aujourd'hui, il lui demande de quitter le logement dans les 48 heures et lui coupe son téléphone. Il ne doit pas confondre, disons, la personne de Diakhaté pharmacien, qu'il doit dissocier du secrétaire général adjoint, qui n'était même pas la personne morale, donc dans une rencontre de ce genre. Balou Diacham et compagnie demandent au directeur de l'hôpital de revenir sur sa décision, faute de quoi un plan d'action sera déroulé incessamment. Il faut qu'il s'arrête, sinon il aura tout le SUTSAS sur son dos. C'est-à-dire il nous attaque et il nous cogne. Alors, et la riposte commence à s'organiser. Ça, ce n'est qu'un début. C'est pour fustiger donc la décision du directeur que les blouses blanches affiliées au syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale ont tenu ce sit-in devant la direction de l'hôpital.
Ils sont 30 gendarmes et militaires à être formés et sensibilisés sur les exploitations sexuelles en zone de conflit. Cette question se pose avec acuité au regard de la recrudescence des violences et abus sexuels sur les populations civiles. Les Nations Unies et le gouvernement du Sénégal ont mis en place des stratégies pour prévenir les cas d'abus sexuels par le personnel déployé sur le terrain. Ils sont à Thiès pour une formation. Reportage signé Seylatir et Charante Diop. Ces personnels des missions de maintien de la paix sont à Thiès pour une deuxième formation de réplication issue des corps de l'armée ainsi que de la gendarmerie. Des experts en la matière les sensibilisent sur les questions de violence basées sur le genre et les former aux outils et mécanismes pour prévenir et lutter contre les abus et exploitations sexuelles dans les zones de conflit. L'enjeu s'explique par le souci de renforcement de capacité dans chaque corps de sécurité au niveau local. Nous constatons encore des cas de violence et le travail qu'il faut faire maintenant, c'est de pouvoir mieux outiller, mieux former et sensibiliser les contingents sur le terrain des opérations de maintien de la paix à vraiment comprendre les enjeux qui les attendent. Souvent on commet des violences sans se rendre compte. Vous savez, il n'y a pas seulement violence physique, il y a différentes violences. Donc tout ça, nous allons à travers le module. Nous touchons également les droits juridiques. Il faut juste être bien sensibilisé et savoir comment il faut se comporter et comment il faut agir et pouvoir éviter tout cela. Aujourd'hui, cette question se pose avec acuité au regard de l'actualité et de la recrudescence des violences et abus sexuels sur les populations civiles par les forces de maintien de la paix déployées. Le commandant de la zone militaire 7 de Thiès se réjouit de cette belle initiative. Nous avons intérêt à ce que les éléments qui sont engagés soient conscients de ce que veut dire violence basée sur le genre. Nous avons bien apprécié ce qui a été enseigné aux stagiaires et en retour nous attendons à ce que tout ce qu'ils ont pris comme enseignement, comme connaissance soit répliqué au niveau des troupes qui vont être engagées prochainement au niveau des opérations de maintien de la paix. 3 jours de formation à Thiès, ces officiers et sous-officiers ont tous reçu leur diplôme et des recommandations ont été données. Tolérance zéro contre les abus et exploitations sexuelles en zone de conflit. Je vous l'annoncer également dans les titres, ce conseil interministériel sur la commercialisation du riz local. Les autorités annoncent que la production locale a connu une hausse de 35% entre 2013 et 2016, un taux qui a permis, selon toujours les autorités, une réduction de 6% par an sur les importations. Compte rendu signé Aminata Mbarisso et Modou Diop. L'autosuffisance en riz local, un des objectifs du gouvernement sénégalais. Entre 2013 et 2016, la production locale a atteint 35% des besoins du Sénégal, une amélioration des récoltes constatée dans plusieurs États de la CEDEAO. Pour le Sénégal, entre 2013 et 2016, la production a augmenté de 35% et en retour, on a eu une baisse des importations d'environ 6% par an. C'est dire donc que nous sommes dans une bonne dynamique en ce qui concerne le Sénégal parce qu'on tend de plus en plus vers une très forte corrélation entre production et niveau d'importation et ceci constitue un cas d'exception dans notre espace de l'Afrique de l'Ouest. Une augmentation de la production locale qui n'arrête pas tout de même les importations. En 2013, le niveau de notre production de riz était à 436 153 tonnes et en 2016 nous en avons produit 950 779 tonnes. Alors que dans la même période, nous sommes partis d'un volume d'importation de riz de 918 000 tonnes et aujourd'hui en 2016, le volume des importations, même s'il y a une baisse relative, puisque le fait de la production a amené un véritable mieux dans ce secteur, nous en sommes toujours à un niveau de 851 000 tonnes d'exportation. Dans les jours à venir, le gouvernement du Sénégal promet de faire quelque chose pour aider les producteurs de la vallée à écouler les 18 000 tonnes de riz paddy et les 6 000 tonnes de riz blanc en souffrance. Entre autres questions soulevées au cours de ce conseil interministériel, la mise en œuvre de stratégies pour mieux promouvoir et mieux vendre le riz local.
Autre aspect de l'actualité, le ministère de l'Enfance avec la délégation de la protection sociale lance la phase test du programme de bourse familiale. 25 000 francs CFA seront remis chaque trimestre à ces familles pendant 5 ans. À noter, depuis le début de l'opération, 1374 enfants ont été retirés de la rue. Les détails avec Aïssatou Paye et Mardia. Seconde étape du plan de retrait des enfants de la rue, l'enrôlement des familles dans le programme des bourses familiales. Au total, 60 familles vont en bénéficier. Il y a le programme national de bourse qui est mis en œuvre à la délégation générale et qui met à la disposition de familles vulnérables des bourses sociales de 25 000 francs par trimestre pendant 5 ans pour accompagner ces familles pour l'inscription et le maintien des enfants à l'école. Maintenant, quand ce problème s'est agi, nous avons reçu une instruction du président de la République pour accompagner le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dans ce programme qui est hautement important parce qu'il s'agit du retrait des enfants dans la rue. Pour plus de visibilité, de larges campagnes de diffusion vont bientôt démarrer, en plus des infrastructures destinées à améliorer le bien-être des enfants. À ces remerciements, la CEDEAO, à travers sa direction alerte précoce, qui nous permet aujourd'hui d'acquérir 2 minibus qui rendent opérationnelle l'unité mobile de protection des enfants, logée à la direction des droits, de la protection de l'enfance et des groupes vulnérables. Des supports didactiques et messages clés à travers des spots produits dans 7 langues nationales ont été élaborés et seront partagés à travers une campagne de diffusion de masse et d'affichage qui va démarrer incessamment. Des projets à long terme pour un budget de 14 milliards. Je voudrais juste signaler que la réalisation de ces 2 composantes du plan de retrait, qui concerne l'ensemble du pays, est subordonnée à la recherche de financement pour un montant global de 14 milliards de francs CFA. Je ne saurais terminer sans rappeler les conditionnalités qui garantissent l'octroi de la bourse de sécurité aux familles, à savoir l'inscription à l'état civil, le respect des vaccinations, la scolarisation, auquel s'ajoute l'impératif d'abandonner la rue au risque de se voir retirer du programme. Pendant 5 années, les familles vulnérables vont bénéficier de bourses de sécurité familiale. Même des attestations d'attribution leur ont été remises. Un plan d'urgence de près de 427 milliards de francs CFA pour en finir avec les coupures intempestives d'eau. Des investissements qui vont permettre une production de 300 000 mètres cubes par jour. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement faisait face à la presse ce matin. Compte rendu signé à Pape Faraning et Mohamed Dia. 427 milliards investis entre 2015 et 2016 pour l'amélioration de la qualité de l'hydraulique urbain. Un plan d'urgence qui mettra fin aux coupures d'eau dans la capitale sénégalaise, assure la tutelle. Avec le programme d'urgence, nous allons pouvoir mettre à disposition des populations l'eau, donc je ne dirais pas H24 pour toutes les localités, mais au moins une présence régulière et assez importante de l'eau au niveau de certains quartiers qui en souffrent. Concernant le monde rural, le ministre annonce un projet de déferrisation et défluorisation pour l'approvisionnement en eau potable. Les gens du bassin arachidier ont les dents les dents rouges là. Les projets de déferrisation et défluoration, ces usines-là seront réalisées au niveau non seulement de la région de Fatick, la commune de Fatick, les travaux vont commencer bientôt, mais à Kaolack et aussi à Koungheul. L'assainissement en milieu urbain n'est pas en reste. Dans ce domaine, le ministre fait savoir que 508 milliards seront mobilisés entre 2012 et 2022. Le défi de l'assainissement urbain, ce défi sera atteint, puisque comme on l'a dit tantôt, les zones des villes secondaires qui n'avaient pas de plan directeur d'assainissement. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre de réaliser 37 plans directeurs d'assainissement et nous pourrons étendre effectivement l'assainissement urbain à toutes ces zones, à toutes ces villes, dites villes secondaires. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement urbain tire un bilan satisfaisant des réalisations. Il annonce même l'organisation du Forum mondial de l'eau au Sénégal en 2021.
Pape Faraning, Mansour Faye en a profité pour annoncer un autre projet à Keur Momar-Sarr 3 et la construction d'une usine de dessalement pour un approvisionnement suffisant en eau dans la capitale sénégalaise. Vote du budget dans la commune de Mbacké. Il s'élève à 731 millions de francs CFA, en hausse de 49 millions par rapport à l'année dernière. Le compte administratif réclamé par certains conseillers. Le maire s'en explique et dit qu'il est disponible et sera envoyé à tous les conseillers. Compte rendu signé Mohamed Jodio est à l'Assemblée. Le budget de la commune de Mbacké a été finalement voté après des heures d'échanges houleux entre le maire Abdou Mbacké Ndao et certains conseillers qui réclamaient le compte administratif. Je les ai montré ça. Je les ai montré en séance le compte administratif. Et je les ai promis de vous les envoyer d'ici vendredi, Inch'Allah. Vous savez, c'est des choses qu'on ne demandait pas. Donc c'est quelque chose, c'est prévu dans le code. Mais beaucoup de communes ne le font pas. Parmi les 16 communes, il n'y a qu'une commune qui donne les comptes administratifs. Mais il y a une chose. La commission des finances, c'était à sa charge de nous dire que ce compte administratif est réclamé par les conseils. Le budget 2017 de la commune de Mbacké s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 731 millions de francs CFA. Je vous l'avais dit l'année passée, que les pays développés, les pays qui comprennent ce que c'est que le développement, ont donné une priorité à la santé, à l'éducation et l'amélioration des conditions de vie, dont la sécurité fait partie des pas les plus sollicités. Devant les conseillers et les autorités administratives, le maire de Mbacké, Abdou Mbacké Ndao, a réitéré sa ferme volonté d'œuvrer pour une gestion transparente au sein du conseil municipal. À ce titre, il s'est dit prêt à accueillir au sein de l'institution des missions de contrôle et de vérification. En politique, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais dans le département de Pikine met en garde sur d'éventuelles fraudes au niveau des inscriptions sur les listes électorales, au niveau des frontières. Amadou Diarra, installé hier à Pikine, demande à l'opposition de s'unir contre cette fraude. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Aujourd'hui, c'est clair qu'il est temps de mettre fin à ces opérations de fraude qui se passent dans le département de Pikine. Nous allons les traquer. Ils ont commencé à installer ici dans le département de Pikine des commissions où les partis d'opposition ne sont pas représentés parce qu'ils le font en cachette. Aujourd'hui, il y a des Gambiens qui sont inscrits parce que tout simplement, ils espèrent que ces Gambiens votent pour le candidat Macky Sall. Ça, le PDS mettra fin à cela. Le PDS est avec le Parti démocratique sénégalais, le PDS de Pikine est avec Karim Meïssa Wade. Et je demande à l'opposition que la fin de la récréation est sifflée. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous opposer, car c'est le peuple qui a décidé qu'il y ait une opposition qui s'oppose et un pouvoir qui gouverne. Aujourd'hui, avec l'équipe qui est installée aujourd'hui, nous allons aller vers l'opposition et que Macky Sall se le tienne comme dit à Pékin. L'opposition va s'opposer et que la vie sera dure pour lui. S'il tente de saboter les élections ou de les truquer, la révolution commencera dans le département de Pékin et s'étendra dans le banlieue pour aller jusqu'au fin fond du Sénégal. Et puis le professeur Marito Ounian, lui, est confiant pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux législatives du mois de juillet prochain. Il a demandé aux étudiants de voter pour le chef de l'État qui, dit-il, a tout fait pour les mettre dans de très bonnes conditions. Il l'a dit lors d'une grande manifestation organisée à Bango. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Chers étudiantes et étudiants des élites, faites en sorte que les universités votent Macky Sall. Faites en sorte que les universités lui rendent ce qu'il a donné aux universités et qu'il n'a jamais reçu depuis l'indépendance de ce pays.
Faisons en sorte que le président Macky Sall, au soir du 30 juillet, puisse avoir une majorité écrasante lui permettant de réaliser allègrement le plan Sénégal émergent. Faisons en sorte que le soir de 2019, que le président Macky Sall soit élu largement au premier tour. À Linguère, dans la commune de Boulal, le tronçon reliant le village de Ndiossi à la route nationale hante le sommeil des populations de cette localité. La famille religieuse du village demande le bitumage de cet axe long d'1,50 km. C'était donc à l'occasion du CDD du prochain gamon de cette cité religieuse. Là-dessus, je vous propose d'écouter Serigne Oumarsek, le porte-parole de la famille religieuse. Il est interrogé par Moudoubaï. La seule doléance des populations de Ndiossi demeure cette piste sablonneuse qui relie le village à la route nationale. 1,5 km Et seuls les véhicules 4x4 sont capables d'accéder à cette zone. Nous demandons aux autorités administratives de bitumer cet axe pour désenclaver totalement le village. Football pour démarrer la page des sports avec les Lionceaux U20 qui sont arrivés à Ndola en Zambie ce mardi aux environs de 14h. Les Koto Boys, comme on les surnomme, ont été chaleureusement accueillis comme vous les voyez sur ces images de la Fédération sénégalaise de football. Cette CAN U20 qui se déroule en Zambie démarre ce samedi. Le Sénégal joue son premier match lundi. Ce sera contre l'équipe du Soudan. Beach soccer, à présent, les Lions, eux, sont en plein dans leur préparation pour la Coupe du Monde 2017 aux Bahamas. Les champions d'Afrique visent une place en demi-finale donc, de ce mondial. Ainsi, pour affûter leurs armes, plusieurs matchs de préparation sont au programme. Un sujet signé à Chersade Diarra, Chérif Dia et Yaya Diallo. Plus que 2 mois avant le début de la Coupe du monde de beach soccer aux Bahamas, mais l'équipe nationale du Sénégal est déjà en plein dans les préparations. La championne d'Afrique 2016 va même intensifier ses entraînements à partir de la semaine prochaine avec un programme déjà ficelé. Pour l'instant, on est en phase de préparation. Donc, on a débuté il y a de cela 3 semaines. Donc, on a repris timidement. Bon, et à partir de la semaine prochaine, on va essayer d'entrer en regroupement fermé, ne serait-ce qu'une semaine, et après essayer de partir au Maroc pour faire un stade du 6 au 12 pour jouer là-bas 2 matchs amicaux et retourner encore au Sénégal. Et ensuite reprendre les entraînements et éventuellement, après le tirage, on va chercher une autre équipe pour jouer ici au Sénégal avant de partir aux Bahamas. 20 joueurs, dont les 12 champions d'Afrique, sont dans la sélection. Mais pour le sélectionneur national, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements dans le groupe définitif. On attend des renforts. On a écrit une lettre pour la libération d'Ibrahima Baldé qui était avec nous pendant les phases éliminatoires. Mais malheureusement, il n'était pas parti en Coupe d'Afrique. Mais on attend de lui, on compte beaucoup sur ce gamin-là. En attendant de connaître ses adversaires de poule à la Coupe du monde 2017, l'équipe nationale du Sénégal se fixe comme objectif le dernier carré. Le Sénégal, en 2015, il a été éliminé au premier tour en Coupe du monde. En 2000, on est là-bas, on était parti en quart de finale depuis 2011. Donc pour aller, aller en demi-finale, ça pose problème. Pour l'instant, mon objectif, c'est d'essayer de sortir au premier tour quand même. Parce que l'année dernière, on a pu gagner un seul match en Coupe du monde. Donc on a eu 2 défaites et on a éliminé au premier tour. Même chose à Tahiti aussi, on avait une seule victoire. Donc mon objectif encore une fois, c'est d'essayer de sortir en quart de finale et après maintenant, tout est possible pour moi. La phase finale de la Coupe du monde 2017 va se dérouler du 27 avril au 7 mai prochain aux Bahamas.
Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Ce sera avec Daniel Diouf. Mais en attendant, on vous laisse avec Chérif qui est déjà en place pour les besoins de la permanence. Chérif, bonsoir. Bonsoir, cher le Catalan. Merci beaucoup pour toutes ces informations et bon courage pour la suite des Ligues des Champions. Merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup, cher. Rendez-vous demain pour le JT de 20h. Dans un instant, on retrouve Antoine Diouf pour l'invité du 20h.